Mademoiselle Snelling, vous êtes ici pour une comparution formelle. Aujourd'hui, nous plaidons non coupables. Le ministère public transmet les pièces. Lake Snelling, ancienne pom-pom girl de l'université du Kentucky, est accusée d'avoir accouché seule dans son appartement, laissé mourir son bébé, puis caché le corps enveloppé dans une serviette dans un placard. Ces allégations, cette prévenue, elle vient de plaider non coupable face à un chef d'accusation qui pourrait l'envoyer en prison pendant des décennies. Maintenant, voici ce qui compte. Le procureur transmet déjà les pièces de la procédure et la question se pose, quelles sont les preuves dans cette affaire? Que va-t-il lui arriver maintenant? Quelle pourrait être sa défense? Allons-y. Bienvenue dans Sidebar présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Lake Snelling était au tribunal ce matin pour une audience importante. Si vous ignorez qui elle est, je vais vous l'expliquer. Je vais vous dire, ce n'est pas facile à entendre, d'accord? Mais elle est l'ancienne pom-pom girl de l'université du Kentucky, qui est accusée d'avoir accouché seule dans sa maison située en dehors du campus. Celle qui aurait causé la mort de son bébé, enveloppé ce bébé dans une serviette, l'aurait mis dans un sac poubelle, comme un vrai déchet, et l'aurait caché dans un placard. Ce sont les accusations auxquelles elle fait face. Elle est innocente jusqu'à preuve du contraire. Mais ce sont les accusations. Que s'est-il passé aujourd'hui? Elle est entrée dans cette salle d'audience aujourd'hui sous le coup d'une toute nouvelle accusation. Une accusation qui pourrait l'envoyer en prison jusqu'à 20 ans. Et elle a prononcé deux mots en particulier, non coupable. Nous étions à l'intérieur de cette salle d'audience. Nous allons bientôt vous emmener à l'intérieur. Mais nous devons d'abord expliquer ce que cela signifie, car elle refuse tout accord de plaider coupable et compte se battre. Elle force le Commonwealth du Kentucky à prouver chaque mot de l'acte d'accusation et leur dossier au-delà de tout doute raisonnable. Que va-t-il se passer jusqu'à sa prochaine audience? C'est essentiel. Quels sont les éléments de preuve dans cette affaire, y compris les preuves délit potentielles? Est-elle vraiment prête à laisser un jury composé de 12 de ses pairs, 12 inconnus, décider si elle est coupable ou non? Je dois revenir en arrière pour expliquer les liens et la gravité des accusations, ce à quoi elle pourrait faire face et ce qu'elle aurait fait. Et cela remonte au 27 août 2025. Voici la chronologie, d'accord? Donc, vers 10h30 du matin, encore une fois, le 27 août 2025, la police de Lexington a été appelée au domicile de Snelling, situé hors du campus, sur Park Avenue. Quel était le signalement? Un nourrisson inconscient. Selon People Magazine, ce sont les colocataires de Snelling qui ont passé l'appel. Apparemment, ils ont trouvé du sang dans sa chambre et entendu des bruits étranges. Nous en discuterons plus, cela vient des déclarations sous serment de l'affaire. Lorsque les agents sont arrivés, ils auraient fait une découverte tout simplement glaçante. Un bébé garçon enveloppé dans une serviette à l'intérieur d'un sac poubelle noir caché dans un placard. Voici les détails présumés. Le bébé aurait apparemment été déclaré mort sur les lieux et il serait né à terme. Voici la suite. Selon People Magazine et les documents, Snelling n'était pas là. Elle est accusée d'avoir quitté son domicile pour aller en cours, même si un désaccord subsiste sur sa présence effective en classe. Encore une fois, d'ailleurs, malgré le fait qu'elle aurait tout juste accouché et aurait dissimulé le corps du bébé, qu'elle est finalement accusée d'avoir commandé chez McDonald's, d'être restée assise ou garée devant une clinique étudiante avant de finalement rentrer chez elle, où elle a été arrêtée et emmenée pour être interrogée. Maintenant, d'après les documents, selon le procès verbal d'arrestation, après qu'on lui a lu ses droits à Miranda, mais qu'elle a décidé d'y renoncer, je vais vous lire mot à mot ce rapport d'incident. Citation. L'auteur présumé, informé de ses droits à Miranda et interrogé, a admis avoir accouché. De plus, la suspecte mentionnée a admis avoir dissimulé la naissance en faisant disparaître toute trace, en plaçant tous les objets de nettoyage utilisés dans un sac poubelle noir, y compris le nourrisson qui était enveloppé dans une serviette. En nettoyant les preuves de la naissance, la suspecte mentionnée a altéré ces preuves qui démontraient qu'elle avait accouché, en enveloppant le nourrisson dans des serviettes et en le plaçant dans un sac poubelle noir. La suspecte a traité le corps d'une façon qui choquerait une famille ordinaire, d'où l'accusation que vous entendrez bientôt. Rappelez-vous, c'est la version de la police. Nous verrons si la défense conteste cet aveu présumé. Mais ce sont les détails présumés qui sont apparus plus tard qui ont fait passer cette affaire de troublante à absolument déchirante. Des documents judiciaires obtenus par le journal étudiant de l'Université du Kentucky, le Kentucky Colonel, ont révélé ce que Snelling aurait déclaré à la police selon ces documents examinés par le média. Snelling aurait déclaré qu'elle avait accouché seule vers 4h30 du matin. Elle aurait dit aux agents que le bébé était tombé par terre, qu'elle ne pensait pas que le bébé respirait ou était vivant. Elle aurait déclaré être restée éveillée environ une demi-heure avant de s'endormir sur le bébé.
À son réveil, elle aurait affirmé que le bébé était devenu bleu et violet. Elle aurait dit qu'elle ne pensait pas qu'il était en vie. Et puis elle aurait dit qu'elle avait enveloppé le bébé, je cite, comme un burrito, et s'était allongée à côté de lui dans ce qu'elle aurait qualifié de moment de réconfort. Quand elle s'est réveillée pour aller en cours plus tard ce matin-là, elle aurait enveloppé le bébé dans une serviette, mis le corps dans un sac poubelle, placé le sac dans le placard, nettoyé le sang avec des essuie-tout, mis le placenta dans un sac Ziploc, puis quitté la maison. Elle aurait déclaré avoir prévu d'aller en cours, mais ne l'a pas fait et serait restée assise dans sa voiture à la place. Selon les documents du tribunal, elle est ensuite accusée d'avoir commandé chez McDonald's via l'application. Nous verrons s'ils ont un reçu numérique pour le prouver. Mais pendant que tout cela se passait, Snelling avait des colocataires dans la maison. Et il serait devenu suspicieux parce qu'à peu près au même moment où Snelling dit qu'elle accouchait, un colocataire a envoyé un message à un groupe Snapchat disant qu'il pensait avoir entendu quelque chose tomber. Un autre aurait affirmé avoir entendu des bruits pendant 1 heure. Selon le Kentucky Colonel, Snelling aurait expliqué dans ce groupe que les bruits venaient d'elle car elle était tombée, n'ayant pas mangé, se sentant mal et prévoyant de voir un médecin. Après que Snelling serait parti en cours, les colocataires seraient apparemment entrés dans sa chambre et ils auraient trouvé une serviette imbibée de sang. Ils auraient trouvé un sac plastique avec des preuves d'accouchement ainsi que le bébé. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont appelé la police. Ensuite, Snelling s'est finalement rendue à l'hôpital. Et c'est crucial, car à l'hôpital, elle aurait dit au personnel médical quelque chose de différent de ce qu'elle avait dit à la police. Elle aurait déclaré que le bébé montrait, je cite, un peu de mouvement fœtal. Elle aurait dit que le bébé a poussé un gémissement et elle a dit qu'elle, je cite, pensait que le bébé était vivant. C'est très important dans un contexte juridique, car savoir si le bébé était vivant ou non et comment il est décédé, c'est l'enjeu de l'affaire. C'est crucial. Nous avons déjà vu cela dans plusieurs de ces affaires, car il y a une différence entre parler de morti-naissance, n'est-ce pas, et de décès après la naissance. C'est très différent. Une autopsie a été réalisée. Et d'après les rapports, l'autopsie aurait apparemment conclu que le bébé était né vivant. Cause du décès, asphyxie par un moyen indéterminé. Et je suis sûr que cela va donner lieu à une bataille d'experts, n'est-ce pas? Experts de la défense et de l'accusation sur la cause du décès et le sort du bébé. Quand les enquêteurs ont examiné l'affaire, ils ne se sont pas limités à ce qui a été découvert dans l'appartement. Ils ont immédiatement vérifié l'empreinte numérique de Snelling. Que veux-je dire? D'après les déclarations sous serment liées à plusieurs mandats de perquisition, la police aurait saisi son téléphone et cherché à accéder à plusieurs de ses comptes en ligne. Snapchat, Instagram, Facebook et même ce compte iCloud partagé qui était relié à sa mère. Et ce qu'ils affirment avoir trouvé est révélateur. Les enquêteurs ont déclaré avoir découvert une série de recherches liées à la grossesse, ainsi que des images de Snelling pendant l'accouchement, des photos qu'ils ont décrites comme étant incohérentes avec ce à quoi on s'attend généralement de la part de quelqu'un en fin de grossesse. Les autorités disent que certaines images, dont au moins une de l'accouchement, avaient été supprimées, éveillant ainsi des soupçons. À leur avis, cela suggérait une possible tentative de dissimuler les preuves, non seulement de la naissance, mais aussi de la grossesse elle-même. Et c'est pourquoi ils ont demandé un accès encore plus large. Dans ces demandes de mandat, les enquêteurs ont clairement indiqué qu'ils pensaient que ces comptes sur les réseaux sociaux et dans le cloud pouvaient contenir des preuves cruciales, y compris du contenu supprimé lié à la grossesse, à la naissance du bébé, et en fin de compte, à la mort de l'enfant. Donc, premièrement, non seulement cela pourrait potentiellement être utilisé pour étayer leur dossier, mais deuxièmement, cela revient à cette idée de pouvoir contrer un argument comme nous l'avons vu dans d'autres affaires. Je ne sais pas si cela sera présenté ici, où l'accusé affirme ne pas avoir su qu'elle était enceinte jusqu'au début du travail. Si ces preuves sont confirmées, cela pourrait être difficile. Snelling a d'abord été arrêté, puis inculpé pour outrage à cadavre, altération de preuves matérielles et dissimulation de naissance d'un nourrisson. Elle n'a pas encore été inculpée d'homicide. À l'époque, elle avait plaidé non coupable à ces accusations. Elle a payé une caution de 100 000 $. Elle a été libérée chez son père dans le Tennessee avec un bracelet électronique. Et pendant des mois, la situation est restée ainsi. Puis, en mars 2026, un grand jury a été convoqué. Et ils ont ajouté une nouvelle accusation qui a tout changé. Le 11 mars, un grand jury du comté de Fayette a inculpé Lake et Snelling pour homicide volontaire au premier degré. Je vais vous lire exactement ce que dit cet acte d'accusation. Citation. Ouvert le 27 août 2025 dans le comté de Fayette, Kentucky, le prévenu susnommé a commis l'infraction d'homicide au premier degré. Lorsqu'avec l'intention de causer des blessures physiques graves au nourrisson, elle a causé la mort du nourrisson, ou avec l'intention de causer la mort du nourrisson, dans des circonstances qui ne constitueront pas un meurtre, car elle a agi sous l'influence d'un état de détresse émotionnelle extrême. Elle a délibérément maltraité le bébé, entraînant sa mort,
Il y a donc deux théories différentes. Maintenant, il s'agit apparemment d'un crime de classe B, ce qui, dans le Kentucky, d'après ce que nous comprenons, entraîne une peine de 10 à 20 ans de prison. Elle fait toujours face aux autres accusations, d'ailleurs, abus de cadavres, altération de preuves matérielles, dissimulation de la naissance d'un nourrisson. La dernière accusation, d'ailleurs, est un délit mineur, croyez-le ou non, ce qui signifie qu'elle ne risque pas plus d'1 an de prison. Mais elle risque une lourde peine de prison quand on considère tout cela ensemble. Ce matin, 10 avril 2026, vous vous rendez au tribunal de circuit du comté de Fayette. Lake Snelling entre dans cette salle d'audience pour sa comparution formelle pour la nouvelle accusation d'homicide. Et je vais vous faire écouter exactement ce qui s'est passé. C'était rapide, mais aussi incroyablement important. Auditrice. C'est Lake and Snelling. Snelling. D'accord. Madame, êtes-vous Lake and Snelling? Oui. C'est Snelling? Snelling. D'accord, nous allons appeler l'affaire 26 CR 209. Mademoiselle Snelling, vous êtes ici aujourd'hui. Comparution pour lecture formelle des charges. Et Monsieur Lowry, allez-vous être l'avocat constitué au dossier? Monsieur Nash et moi avons déjà... Ainsi que Monsieur Nash et moi avons un Brandon Marshall. Je suis Marshall, tu es Marshall. Pas Nash. Monsieur Nash, plus tard dans la matinée, tous... Et qui va représenter l'accusation? D'accord, mademoiselle Nash, monsieur merci. Et monsieur Lowry, allons-nous renoncer à la lecture formelle de l'acte d'accusation? Nous plaidons non coupables. Votre honneur a demandé une date pour l'audience préalable. Je crois que nous sommes tombés d'accord sur le 14 mai. C'est la date de l'audience préalable, suivie de la date de suivi du dossier. Les 14 mai. Le ministère public transmet ses pièces. Nous leur avons déjà transmis les nôtres. Oui, et ensuite, la prochaine date possible pour l'audience de suivi serait soit le 12 juin, soit le 26 juin. Le 12 juin, D'accord. Le 12 juin, mademoiselle Snelling, vous êtes actuellement en liberté sous caution. Continuez à respecter les conditions de votre liberté sous caution. Aucune autre infraction à la loi. Nous vous reverrons à 2 dates. Vous avez une conférence préparatoire au procès prévu pour le 14 mai. C'est à ce moment-là que vous et vos avocats rencontrerez le ministère public pour déterminer s'il y a une possibilité de résoudre cette affaire avant un procès. Ensuite, vous reviendrez me voir pour une audience de suivi le 12 juin et cela sera à 8h30, d'accord? Y a-t-il autre chose de la part du ministère public? non, tout va bien, merci. Merci. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Elle a plaidé non coupable, sa réponse officielle à l'accusation d'homicide involontaire. Elle déclare sous serment devant un juge « Je n'ai pas causé la mort de ce bébé ». Ensuite, ses avocats ont renoncé à la lecture formelle de l'acte d'accusation. C'est standard, ça accélère les choses. Mais d'un point de vue pratique, cela signifie aussi que nous n'avons pas eu, et elle n'a pas eu, et personne n'a eu à écouter le procureur lire ce dont elle est accusée et certains des aspects atroces des faits. Troisièmement, c'est la partie la plus importante pour la suite. Le juge a fixé 2 dates, le 14 mai conférence préparatoire au procès. Voici ce qui se passe généralement. Les avocats de Snelling et les avocats du Commonwealth, c'est-à-dire l'accusation, vont se rencontrer. Et ils discuteront pour voir s'il est possible de trouver une solution à cette affaire. Peut-on résoudre cela avant le procès dans le cadre de négociations en vue d'un plaidé coupable? Il pourrait aussi y avoir des questions de communication de preuves, comme l'accusation transmettant à la défense de Snelling des preuves numériques, des analyses médico-légales, des rapports de police ou des déclarations de témoins. C'est le point clé. Le Commonwealth a déjà commencé car aujourd'hui au tribunal, l'avocat de la défense a déclaré « Le Commonwealth nous a déjà communiqué des éléments de preuve. Ils ont déjà remis des éléments, mais nous ignorons leur contenu. Nous avons quelques indices sur ce qui pourrait s'y trouver, mais nous savons ce que l'accusation cherchait à obtenir. » Selon WKY-TV, avant que le grand jury ne l'inculpe, les procureurs avaient délivré un subpoena au Centre médical UK exigeant tous les dossiers médicaux de Lake et Snelling remontant à août 2024. Donc cela date d'1 an avant son accouchement. Cela pose la question, savait-elle qu'elle était enceinte? Cherchait-elle des soins quant à... Que se passait-il? Qui savait? Ils ont aussi demandé un mandat de perquisition pour ses comptes sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Comme je l'ai déjà mentionné, la police a indiqué que ces comptes pourraient contenir des informations actuelles ou effacées concernant la grossesse de mademoiselle Snelling, la naissance du bébé né à terme et son éventuel décès. La police a récupéré ou dit avoir récupéré des images de Snelling pendant l'accouchement, dont une qu'elle aurait tenté de supprimer. Donc, d'ici le 14 mai, le ministère public va essentiellement devoir montrer ses cartes. L'équipe de défense de Snelling va examiner les preuves de l'accusation, ce qui influencera leur décision d'aller au procès. La prochaine audience, une audience de suivi, aura lieu le 12 juin. C'est à ce moment-là que les 2 parties reviennent devant le juge et disent « Voilà où nous en sommes. Allons-nous parvenir à un accord? Y a-t-il des négociations en vue d'un plaidé coupable? Pouvons-nous résoudre cela? Allons-nous fixer une date de procès? Avons-nous besoin de plus de temps? Y a-t-il des problèmes?
Voilà où nous en sommes actuellement. Mais Lake et Snelling, oui, elle a plaidé non coupable. Le temps presse jusqu'au 14 mai, mais il y a autre chose qui pourrait révéler la stratégie potentielle de Snelling. Que veux-je dire? En septembre 2025, peu de temps après son arrestation, Lake et Snelling ont eu une audience. C'était une audience préliminaire. Une audience préliminaire permet à l'accusation de montrer qu'il existe des motifs raisonnables de renvoyer un accusé devant le tribunal pour y être jugé. C'est le premier test du dossier du Commonwealth avec un seuil peu élevé et une faible charge de preuve. Ce n'est pas une preuve au-delà de tout doute raisonnable, mais il faut présenter ce que vous avez. Y a-t-il assez pour un procès? C'est souvent la première fois que le public et la défense découvrent les preuves de l'accusation. Maintenant, Lake et Snelling ont renoncé à cette audience. Nous avons l'enregistrement audio de ce qu'elle a dit exactement. Mademoiselle Snelling, votre avocate a indiqué que vous souhaitez renoncer à cette audience. Vous comprenez avoir droit à cette audience aujourd'hui, mais vous préférez y renoncer cette fois. Elle a dit oui, elle a renoncé à son droit d'entendre les preuves du Commonwealth en audience publique sous cette forme. Elle a renoncé à son droit de contester ces preuves. Elle a envoyé l'affaire directement devant le grand jury, sur lequel la défense n'a pas vraiment son mot à dire. Donc oui, un grand jury détermine s'il y a des motifs raisonnables pour porter des accusations ici, mais vous allez devant le grand jury. C'est une procédure secrète, n'est-ce pas? La défense n'a pas l'occasion de présenter sa version ou de contester les preuves. C'est secret, donc le public ne voit pas ce qui est présenté. Pourquoi ferait-elle cela? Eh bien, de mon point de vue, il y a peut-être plusieurs façons de voir les choses. Donc, premièrement, peut-être que ces avocats pensent, ou qu'elles pensent, que les preuves sont faibles. Ils ne veulent pas donner au procureur la possibilité de verrouiller les témoignages des témoins trop tôt, ou même de permettre au procureur de modifier sa stratégie lors du procès. Ne leur donnez pas une première chance de le faire. Ils veulent d'abord voir l'acte d'accusation du grand jury, qui est généralement, comme je l'ai dit, une procédure unilatérale. Ou alors, c'est une autre façon de voir les choses. Les preuves sont accablantes contre elles. Ces avocats veulent en garder cela secret le plus longtemps possible, n'est-ce pas? Parce que si cette audience préliminaire avait eu lieu, en général, ces détails auraient été dans les actualités, ils auraient été rapportés. Les éléments de preuve macabres auraient été exposés au grand jour du point de vue des relations publiques, du point de vue de l'opinion publique, ce serait un problème pour une jeune femme comme elle, mais aussi potentiellement pour la sélection du jury et pour trouver des jurés équitables et impartiaux, qui n'ont rien entendu à ce sujet. On parle beaucoup de l'audience préliminaire, cela pourrait compliquer les choses. Donc, en y renonçant, l'équipe de Snelling a, on peut dire, contrôlé le récit. Ils se sont offerts du temps. Mais c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Elle a renoncé à son audience préliminaire. Elle a été inculpée d'homicide involontaire. Et aujourd'hui, elle a déclaré plaider non coupable. Alors, qu'en pense un avocat de la défense? Mon collègue Chris Stewart a discuté avec l'avocat de la défense pénale, Eric Fatis, pour analyser cette affaire du point de vue de la défense. Voici ce qu'il a dit à Chris au sujet de la décision du grand jury d'opter pour l'homicide involontaire plutôt que pour le meurtre. Encore une fois, cela concerne cette affaire. Je ne peux m'empêcher de me demander s'il y avait une certaine sympathie lors de ces délibérations qui aurait pu amener le grand jury à retenir cette accusation d'homicide involontaire au premier degré. Comme vous l'avez dit, c'est une accusation moins grave que d'autres options d'homicide ou de meurtre présentées. Et donc, je me demande simplement si cet aspect humain de toute cette affaire a pu jouer un rôle dans cette décision d'inculpation. On ignore si une accusation d'homicide plus grave a été présentée, mais c'est intéressant. Même le grand jury, n'entendant que l'accusation, a pu ressentir de la sympathie pour Snelling. Étudiante, pom-pom girl, enceinte, seule et paniquée. Peut-être, ou bien seul un homicide involontaire leur a été présenté. La sympathie a ses limites, car Fatis a expliqué que la défense avancera sans doute qu'il s'agissait d'un accident. Snelling se serait évanoui, retourné sur le bébé, la mort n'étant pas intentionnelle ni voulue. S'il y avait une certaine malveillance impliquée, s'il y avait eu une certaine préméditation, ce sont généralement des éléments requis pour un meurtre au premier degré et aussi pour un homicide intentionnel. Donc, si elle avait prémédité cela, si c'est quelque chose qu'elle avait envisagé depuis un certain temps, que c'était ainsi qu'elle allait gérer l'arrivée de ce bébé, cela aurait certainement pu aggraver l'accusation. Mais ici, il semble, selon la plupart des informations rendues publiques, que c'est quelque chose qui s'est produit très rapidement et elle a pris la décision qu'elle a prise. Et nous en sommes là. Elle est accusée de quelque chose de grave, mais ce n'est pas comme si elle avait prévu de tuer ce bébé des semaines à l'avance. Cela pourrait donc être une défense. Accident, panique, une jeune fille ayant fait de mauvais choix après la mort du bébé, mais qui ne devrait pas être tenue responsable d'un homicide. Le problème pour Snelling, c'est que, selon les allégations, elle n'a pas appelé le 911. Ce sont ses colocataires qui l'ont fait. Elle ne serait pas allée à l'hôpital tout de suite. Elle serait allée en cours, puis dans sa voiture, et aurait commandé chez McDonald's.
Fatis a admis que ce serait difficile à défendre. C'est certainement un fait problématique pour la défense. Cela peut sembler insensible, cela peut sembler sans cœur. Donc, je pense que la défense doit vraiment essayer d'humaniser cet aspect en disant, écoutez, c'était une jeune fille, elle était paniquée, elle ne savait absolument pas quoi faire. Et elle a fait le mauvais choix. Mais ce n'est pas forcément la même chose que de faire un choix criminel. Dans la plupart des juridictions, les procureurs peuvent demander une hausse de la caution, tandis que la défense cherche souvent à la réduire ou à modifier ses conditions. Les procureurs peuvent aussi le faire en se basant sur de nouvelles informations, de nouveaux développements dans l'affaire ou de nouvelles preuves. Et avec cette accusation très grave d'homicide involontaire, cela pourrait changer la donne. En ce qui concerne la caution, cela pourrait convaincre un juge de la renvoyer en détention pendant que l'affaire suit son cours. Cependant, je pense que le juge pourrait être plus enclin à maintenir le statu quo dans la mesure où la prévenue a respecté les conditions, ce qui semble être le cas. Elle pourrait donc continuer à bénéficier de la possibilité de se défendre en liberté. Laken Snelling a plaidé non coupable d'homicide involontaire au premier degré. Elle reste en liberté sous caution, assignée à résidence apparemment dans le Tennessee, avec un bracelet GPS. Rien n'indique un changement de situation. Les prochains jours seront cruciaux. D'ici le 14 mai, Snelling et son équipe doivent choisir entre aller au procès ou tenter de négocier un accord. Une peine de prison réduite est peut-être envisageable. On verra bien. Parce que si cela va jusqu'au procès et qu'elle perd, comme je l'ai mentionné, elle risque potentiellement entre 10 et 20 ans de prison, rien que pour l'accusation d'homicide involontaire. Si elle accepte un accord de plaidoyer et assume la responsabilité, peut-être. Je ne sais pas. Eh bien, il faudra voir. Donc, écoutez, on ne sait pas quelle décision elle prendra, mais nous suivrons l'affaire pour voir ce qui se passera ensuite. C'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui dans Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts et retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X et Instagram et retrouvez mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À bientôt à tous.